Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, les inscriptions à la phase du dialogue citoyen ont démarré samedi. Une opération qui trouve l'adhésion de plusieurs ONG et associations, mais pas seulement. Nous verrons en détail ce qu'il en est de cette première phase d'inscription avec Lardi Nguemamba. La sécurité au Mali reste préoccupante en dépit des moyens déployés et des dernières avancées sur l'accord de paix selon Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui s'exprimait après un entretien avec Ibrahim Boubacar Keïta à quelques jours de la fin de ses fonctions. Le jardin de l'Angleterre avait pourtant voté pour sortir de l'Union européenne. Les agriculteurs de la région anglaise du Kent sont inquiets. Leurs ouvriers agricoles étrangers, pour la plupart, pourraient être amenés à quitter le pays après le Brexit. À qui reviendra les emplois saisonniers désormais dans la région? Nous le verrons dans ce journal. Voilà pour les titres. En mission de travail au Royaume du Maroc, Madeleine Baird, ministre des Investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie, qu'accompagnait Abdou Razak Guy Kombogo, ambassadeur de la région de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, voulant toucher du doigt certaines réalités socio-économiques et se faire une idée des plus concrètes d'un pan de la politique mise en place en matière d'acquisition de logements au Royaume du Maroc, s'est rendu vendredi au siège de la société à Doha, à Casablanca. James Bigangoy nous fait le point. Dans le cadre de son séjour de travail au Maroc, Madeleine Baird, ministre des Investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie, s'est rendue vendredi à Casablanca au siège de la société à Doha, grand groupe de promotion immobilière au Maroc, sinon le leader au niveau national, pour jeter les bases d'un partenariat dans le domaine du logement au Gabon, secteur prioritaire pour le gouvernement. Pour nous, c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle relation avec l'État gabonais, notamment pour la mise en place donc, des logements sociaux. Nous avons expliqué à Madame la Ministre donc, le fonctionnement du guichet unique, le fonctionnement du logement, puisque aujourd'hui nous sommes présents dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Tchad et au Cameroun. Et donc on a expliqué à Madame la Ministre toute notre expertise et notre expérience par rapport dans le domaine du logement et précisément du logement social. Doha est un exemple dans le continent. Ces produits, surtout le segment du logement social et économique, connaissent un grand succès pour répondre à une clientèle de plus en plus nombreuse et pour une meilleure coordination avec l'administration et ses partenaires. Doha a donc créé ce guichet unique pour faciliter aux potentiels acquéreurs de logements diverses formalités. On a constaté qu'il y a une perte du temps et pour mieux servir le client, pour gagner dans les délais. Donc on a pu instaurer ce guichet unique. C'est-à-dire lorsque le client il rentre, il est pris en charge de l'information lorsqu'il vient demander des renseignements jusqu'à la remise des clés. C'est-à-dire il est renseigné, on lui vend l'appartement, on lui prend un crédit. Après, il passe chez le notaire signer son acte de vente. Même les régies, il peut faire les demandes d'eau, d'électricité ici sur place, légaliser ses documents jusqu'à la remise des clés. Voilà, c'est un système qui marche parce que le client il est servi de A jusqu'à Z. Il ne perd pas le temps, il peut rentrer le matin et sortir le soir en fin de journée avec ses clés. Permettre aux populations gabonaises d'avoir un accès des plus équitables au logement, c'est l'une des priorités du gouvernement qui aura saisi l'opportunité de cette visite à la Doha par la voix de Madeleine Baird pour affirmer sa détermination à étudier les différentes possibilités de plans de coopération qui pourraient permettre le lancement et le démarrage effectif d'un partenariat gagnant-gagnant entre Doha et l'État gabonais dans ce secteur épineux du logement social. C'était à l'instant un reportage de Dorothée Afinizo. À l'occasion de la 47e journée internationale de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre d'État des Affaires étrangères de la francophonie a prononcé son allocution de circonstance. Écoutons un extrait de cette allocution au micro de Kenyongouri et Hervé Aubion. Mesdames, Messieurs, le 20 mars de chaque année, la communauté francophone dans son ensemble, et même au-delà, célèbre la journée internationale de la francophonie en référence à la signature le 20 mars 1970 de la Convention de Niamey créant l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue depuis l'Organisation internationale de la francophonie. Son Excellence Madame Michaëlle Jean,
secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, place ce 20 mars 2017 sous l'égide du partage. La francophonie étant en effet cet espace de rencontre, de découverte, de compréhension mutuelle, d'interrelations solidaires et stratégiques au service de l'action et des valeurs universelles qui nous fédèrent. Mesdames, Messieurs, c'est dans cet esprit de partage et de lutte pour les droits, les libertés et l'égalité que le Gabon a fait prendre, lors du 16e sommet de la francophonie, une résolution portant création d'un observatoire pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. En effet, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes constituent pour les plus hautes autorités un des enjeux majeurs du développement humain et durable. C'est pourquoi notre pays a à cœur que les femmes et les hommes puissent jouir des mêmes droits et devoirs. Mesdames, Messieurs, je formule le vœu que cette journée internationale de la francophonie nous fortifie dans nos convictions et nous rapproche davantage pour continuer à défendre notre langue commune, le français, nos diversités, nos libertés et nos droits. Démarré samedi au stade d'Angoundjé de Libreville, les inscriptions à la phase du dialogue citoyen se poursuivent jusqu'au 21 mars prochain, une opération qui trouve l'adhésion des différents participants. Larding Mamba. En prélude au dialogue politique initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, prévu de démarrer le 29 mars pour la phase citoyenne et le 11 avril pour la phase politique, s'est ouvert depuis le 18 mars et c'est là jusqu'au 21 de ce mois, au stade d'Angoundjé de Libreville, une phase d'inscription qui permettra à tous les inscrits de participer à cette grande consultation politique. Nous avons recensé à peu près 850 personnes morales qui répondent aux critères pour lesquels nous sommes en train de faire les enregistrements. À ce stade, après 2 jours, en indiquant bien que nous avons commencé un samedi, donc hier, aujourd'hui dimanche, les gens ont leurs habitudes quand même pour ceux qui vont au culte, etc. Nous avons aussi eu la pluie, mais globalement, comme je vous disais, les inscriptions évoluent bien puisque sur 850, nous sommes à près de 200 inscriptions aujourd'hui. Lors de cette phase d'inscription, les potentiels participants devront faire selon les panels retenus pour le dialogue politique. Ce minimum d'organisation voudrait que les choses se passent à l'intérieur de 4 panels. Nous avons un panel sur la réforme du système électoral, nous avons un panel sur la modernisation de la vie publique et nous avons un dernier panel sur la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Donc, il s'agit ici en l'occurrence pour chacune de ces organisations désireuses de prendre part aux discussions, de s'orienter vers l'un des panels qui l'inspire le plus, afin d'enrichir les discussions et les réformes que nous voulons tous engager pour ce pays. La phase citoyenne est une étape de collecte de toutes les idées émanant de la réflexion citoyenne pour mettre à la disposition des participants à la phase politique. Sont entendus entre autres lors de ces inscriptions la société civile, les confessions religieuses, les ONG, les femmes et les jeunes. Le Gabon a décidé d'interdire les activités des syndicats d'enseignants grévistes et cela par le biais du ministère de l'Intérieur. Le porte-parole du gouvernement, quant à lui, a estimé samedi que ces syndicats prenaient le système éducatif et les enfants en otage pour le compte de l'opposition, comme nous le rapporte Marina Boissin. 4 mois aujourd'hui que le système éducatif gabonais ne fonctionne pas à unisson. Véritable problème pour le gouvernement d'Emmanuel Issou Zengondé qui a pris des mesures radicales contre la CONACYCED, la convention des syndicats du secteur éducation. Pour le gouvernement, cette force syndicale prend en otage le secteur éducatif et les enfants pour le compte de l'opposition. Lorsque des acteurs syndicaux parcourent le pays pour empêcher la reprise des cours, alors que les enfants, ça fait 4 mois que certains d'entre eux n'ont pas cours, ils n'ont pas 10 heures de cours depuis 4 mois. Lorsque certains font des violences, opèrent des violences et des voies de fait sur ceux qui, eux, veulent reprendre les cours, cela n'est pas acceptable. Et nous savons aussi que les leaders de cette coalition syndicale sont en intelligence directe, mais ouverte, avec certains acteurs de l'opposition et qu'ils veulent prendre le système éducatif en otage pour le compte de l'opposition. Le gouvernement ne peut pas l'accepter. Pour rappel, la CONACYCED est membre de la Confédération syndicale dynamique unitaire qui a soutenu Jean Ping, candidat malheureux à la dernière échéance électorale. Depuis le 12 octobre 2016, la CONACYCED s'est trouvée par nombre de ses adhérents impliqués dans plusieurs actions de troubles à l'ordre public, entraves à la liberté de travail, violences et voies de fait d'après le communiqué du ministère de l'Intérieur. Celle-ci a menacé les enseignants non grévistes et les enseignants expatriés qui faisaient cours en mettant des élèves dehors.
Face à cet affront, aujourd'hui le gouvernement gabonais a décidé d'interdire les activités d'une confédération syndicale d'enseignants en grève. Cérémonie de remise de peine à la prison de Franceville dans la province du Haut-Ogooué au sud-ouest du Gabon. Cérémonie au cours de laquelle 36 détenus ont retrouvé la liberté par le biais d'une grâce présidentielle. Regardez. 36 détenus, dont 31 hommes, une femme et 4 sujets étrangers, a bénéficié de cette remise gracieuse des peines en son décret numéro 0054/PR du 15 février 2017 par le président de la République, chef de l'État. La cérémonie qui a eu pour cadre le centre pénitentiaire de Yéné a vu la restitution de l'esprit de ce décret présidentiel par le procureur de la République. Vous constatez qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été condamné à perpétuité ici, qui est sorti aujourd'hui. Parce qu'il y en avait 9. 5, malheureusement, avaient déjà été sanctionnés disciplinairement. 4 dossiers ont été retenus et sur les 4 dossiers, malheureusement, en ramenant leur peine à 30 ans, personne n'a déjà fait 30 ans ici en détention. Et les 70 ans, vous comprenez, personne aujourd'hui n'a 70 ans en détention. Malgré cette volonté du chef d'État, des criminels qui allaient sortir aujourd'hui, malheureusement, personne n'est sorti. Yvon Gustave Poyot, préfet du département de l'Ampassa, représentant le gouverneur empêché, a saisi cette opportunité pour conseiller les heureux bénéficiaires. Il peut arriver dans la vie d'un individu qu'il se trompe une fois, mais 2, 3, 4 fois, parce qu'il y a problème. Tout ce que je peux en définitive vous dire, c'est de ne plus revenir ici. Remplis d'émotion, ces détenus qui recouvrent leur liberté ce jour en présence de leurs parents remercient le chef de l'État. On remercie notre président Yali. Merci pour lui. Je suis très contente de retrouver ma famille, d'avoir la liberté. Et je remercie aussi le président de la République. Les 4 détenus étrangers ont été remis à la disposition des services de l'immigration en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine. Le réalisateur gabonais Tommy Messi a procédé ce samedi à la projection de son tout premier film « Amour et tension », c'est le nom de ce long-métrage. L'avant-première de cette nouvelle œuvre cinématographique gabonaise s'est déroulée à l'Institut française de Libreville. Ludmila Ntuntum et Lardine Guemamba pour le reportage. Amour et tension, c'est le premier film du réalisateur gabonais Tommy Messi. Diffusé en avant-première samedi à l'Institut français, l'œuvre cinématographique relate l'histoire d'un jeune couple sous l'emprise de leurs parents et qui veut trouver des solutions à cette problématique qui est culturelle au Gabon. Amour et tension, c'est un thème que j'ai choisi, d'accord, pour mettre un peu en avant le fait que les parents sont souvent réticents quand ils savent qu'il y a une personne qui est derrière leur fille ou leur fils. Et donc, ils sont un peu comme réticents à la personne qui arrive. Bien qu'acceptable dans l'ensemble, certains professionnels du 7e art évoquent quelques déchets filmiques. Un jeune réalisateur qui ose, qui a de l'audace, pour un premier, c'est pas mauvais. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects techniques encore à améliorer, mais s'il est bien encadré, c'est quelqu'un qui, je pense, pourra a un meilleur avenir devant lui. Au sortir de cette projection d'Amour et tension, les cinéphiles livrent leurs impressions. Bon, c'était pas mal, c'était intéressant. Fantastique. Pour un premier film, oui, il s'est fait remarquer. Un goût de satisfaction parce qu'on aurait voulu que ça continue. Mais dans l'ensemble, c'était intéressant. Tellement intéressant qu'on était accrochés jusqu'à la fin du film. Après cette avant-première, le réalisateur gabonais Tommy Messi compte faire le tour des différentes communes de Libreville et du Gabon afin de faire la promotion de sa toute première œuvre cinématographique. À la découverte d'un rite initiatique, celui du Bwiti, qui est un rite très prisé en Afrique centrale dont la vocation est de faire voyager les candidats dans l'au-delà. Et ce voyage astral commence par des sonorités musicales distillées par le ngombi, autrement appelé sitar. Découvrons ce rite initiatique avec Ismaël Obianze. La vie de Mexon Sylvain alias Fiston est désormais indissociable de celle du rite du Bwiti. Reclus dans cet atelier des arts originaires du Gabon situé au quartier Lui à Libreville, le chef des esprits de son nom d'initié s'est spécialisé dans la sculpture des sitars. Bien moins qu'une simple activité lucrative, il en a fait sa passion dès les premières heures de son initiation au Bwiti en 1998, explique-t-il. Les instruments de musique pour animer les cérémonies de Bwiti, il y en a de toutes sortes ici,
qu'il s'agisse du Saint-Sacrement, sorte de boule de cristal pour les maîtres initiateurs, en passant par cette longue lance qui combattrait de mauvais esprits jusqu'aux différentes formes de sitar, la boutique de Mexon Sylvain a tout prévu pour sa clientèle. Ce seraient des instruments consacrés. La sitar accompagne les initiés à faire le passage astral. Parce que sa mélodie étant une mélodie très profonde, ça propulse la personne, ça propulse l'esprit. Le rite du Bouti enregistre des centaines de candidats à l'initiation chaque année pour des raisons diverses, dont l'envie de se découvrir, la recherche des promotions ou celle de guérison. Les convaincus font le voyage astral. C'est le cas de Tatayo, ce franco-gabonais d'origine gasconne qui vit au Gabon depuis 40 ans. Il s'est initié et devient à son tour maître initiateur. Quelque chose qu'on ne peut que conseiller aux gens qu'on aime. Et après, chacun fait son choix, on ne peut pas obliger les gens. Et d'ailleurs, dès que ça devient, si c'était obligatoire, ça n'aurait pas autant de valeur. Le voyage astral passe par l'absorption de la poudre de l'iboga. C'est un psychotrope naturel qui aide le futur initié à ouvrir le dialogue avec le monde des esprits. À la lueur des torches indigènes, les initiés au visage couvert d'argile blanc entendent des chants appuyés par des sonorités d'une gambie, autrement appelée la sitar. L'actualité en Afrique, c'est d'abord le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui s'exprimait après un entretien avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à quelques jours de la fin de ses fonctions. Et pour lui, la sécurité au Mali reste préoccupante en dépit des moyens déployés et des dernières avancées sur l'accord de paix. Ludmila Ntontoum. Déployée depuis juillet 2013, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, est la force de maintien de la paix onusienne la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 casques bleus tués en opération. La sécurité au Mali reste préoccupante en dépit des moyens déployés et des dernières avancées sur l'accord de paix, a déclaré samedi à Bamako le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. D'abord, dans le nord, la situation reste préoccupante et nous sommes beaucoup trop fréquemment attaqués par les groupes armés non signataires, terroristes pour les appeler par leur nom, que d'ailleurs cette insécurité s'est déplacée progressivement plus vers le sud, en tout cas vers le centre du pays. Le processus de paix est loin d'être achevé malgré l'accord de mai-juin 2015 entre Bamako et les groupes qui le soutiennent et l'ex-rébellion à dominant Touareg dans le nord du pays. Pendant longtemps, nous avons trouvé que le processus de mise en œuvre des accords de 2015 n'avançait pas suffisamment et suffisamment vite. Et puis, au début de cette année, il y a eu toute une série d'annonces qui, je crois, montrent qu'enfin les choses bougent et qu'elles bougent dans le bon sens. Arrivé vendredi soir à Bamako, Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies, s'exprimait après un entretien avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à quelques jours de la fin de ses fonctions. Il doit être remplacé en avril par son compatriote français, Jean-Pierre Delacroix. Un an après l'attentat djihadiste qui a fait 19 morts, Grand Bassam Coco-Bulls, festival international de dessin de presse et de la BD, s'est installé pendant 3 jours dans la station balnéaire avec des artistes renommés et des animations. Marina Boissin nous fait le point. C'est en souvenir des attentats perpétrés à Grand Bassam en Côte d'Ivoire en mars 2016 que Coco-Bulls, Festival international de dessin, de presse et de la BD bande dessinée, s'est installé pendant 3 jours à l'entrée de l'ancienne ville touristique où a eu lieu l'attaque. Plusieurs dessinateurs se sont rassemblés devant le mur du stade pour peindre une fresque avec une colombe en signe de paix. C'est important d'être ici après les événements et encore plus pour parler de la liberté de la presse, parce que c'est aussi ça qui nous unit tous aujourd'hui ici avec Lontu, avec mes autres confrères, et puis montrer que la vie continue à Bassam tout simplement, et qu'on a les moyens d'attirer aussi du monde. Au menu de ce festival qui rend hommage à des journalistes, dessinateurs et graphistes victimes d'attentats meurtriers, débats, ateliers de formation, expositions, dédicaces, projections de dessins animés, mais aussi parades et interventions dans des écoles. Lors de ce grand festival soutenu par Cartooning for Peace, association fondée par Plantou qui rassemble des dessinateurs du monde entier, on note les artistes comme Plantou venu de la France, Damien Glaise du Burkina, Didier Kassaï de la Centrafrique et bien d'autres dessinateurs. À noter que l'attaque de Grand Bassam avait fait
fait 19 morts et avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et pour l'actualité hors du continent africain, parlons d'abord des voix et des acteurs de films Les Schtroumpfs et Le Village perdu qui ont participé samedi à la présentation aux Nations Unies d'une campagne pour combattre les inégalités, protéger l'environnement et soutenir les objectifs de développement durable adoptés par les pays membres de l'ONU. Le déroulement de tout cela dans ce reportage. Une campagne de l'Organisation des Nations Unies a mis en scène samedi à New York avec des acteurs doublant les voix dans le dessin animé des Schtroumpfs pour faire connaître au grand public les objectifs de développement durable. Les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et la Fondation des Nations Unies a l'intention d'utiliser la popularité des personnages des Schtroumpfs pour encourager les enfants, les jeunes et les adultes à contribuer à un monde plus heureux, plus pacifique, plus équitable et plus sain. C'est ce qui est beau avec cet événement aujourd'hui. Nous parlons de santé, de pauvreté, d'éducation, de protéger notre planète. Nous parlons d'un langage spectre de causes. J'espère que cet événement attirera l'attention sur les Schtroumpfs, mais aussi sur des solutions durables pour l'humanité dans le monde et que les gens se réveilleront pour réaliser qu'ils doivent aussi y mettre du leur et ne pas compter seulement sur les politiciens. La campagne Les grands objectifs pour les petits Schtroumpfs vise à encourager la population à connaître et à soutenir les 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les 193 pays membres des Nations Unies. Les agriculteurs de la région anglaise du Kent sont inquiets. Leurs ouvriers agricoles étrangers, pour la plupart, pourraient être amenés à quitter le pays après le Brexit. Le Jardin de l'Angleterre avait pourtant voté pour sortir de l'Union européenne. Le reportage. On l'appelle le Jardin de l'Angleterre. Dans le Kent, les incertitudes du Brexit ont envahi les champs de laitue. Ici, les 150 travailleurs saisonniers sont tous étrangers et principalement roumains. Pourquoi suis-je venu ici? J'ai des rêves dans la vie, d'une vie meilleure, économiser un peu d'argent, faire quelque chose de ma vie. Mais cette population étrangère attise les craintes d'une migration incontrôlée. Ils sont 60% à avoir voté pour sortir de l'Union européenne dans la province du sud-est du pays. Pour les partisans du Brexit, ces travailleurs migrants font baisser les salaires et monter le chômage. Certaines offres d'emploi ne sont publiées que dans le pays d'où viennent ces travailleurs. Je pense que ce n'est pas juste pour ceux qui envoient 50, 60, 70 CV et qui n'ont même pas de réponse. On entend ça tout le temps. De nombreux économistes réfutent le lien entre chômage et immigration, pointant du doigt plutôt la crise financière. Même cet exploitant assure que les citoyens européens font le travail que les Britanniques refusent de faire. Les Britanniques ne veulent pas chercher un emploi pour 6 mois dans l'année. Ils ne pourront pas avoir ce qu'ils veulent dans la vie, si vous voulez un prêt ou acheter une maison. Face à l'incertitude sur l'avenir de ses employés, Nick pense investir dans des machines. Ironie du sort selon lui, oui, ces emplois n'iront plus aux ouvriers étrangers, mais ils n'iront pas non plus aux Britanniques. La page sport de ce journal à présent, à l'initiative de l'Agakado JK, de nombreux arbitres ont pris part au stage technique d'arbitrage à Libreville. Celui-ci vise à donner de nouvelles méthodes aux arbitres locaux en vue du championnat du monde de karaté JK qui se tiendra en 2018 en Afrique du Sud. Kenyanguri, Frendongo. Sarimo technique d'arbitrage international, de nombreux instructeurs ont pris part au stage technique organisé à cet effet en vue de la prochaine participation du Gabon lors du championnat du monde de karaté prévu en Afrique du Sud en 2018. Il s'agit d'un stage technique au comité qui rentre dans le droit fil du programme d'activité de l'Agakado. Donc nous préparons nos arbitres à la fédération JK. Nous prenons nos arbitres et même des stagiaires à reprendre la main vers l'arbitrage. Plusieurs combattants prendront part à ce championnat, mais également des arbitres qui représenteront le Gabon. Parmi les plus connus, on peut retenir quelques noms. Nous avions le maître Roger Bekale qui a habité la dernière fois le champion du monde. Nous avions le maître Ovomiuko. Nous avions le maître Mungwa Cyril, ici le président de la commission d'arbitrage, qui sont JK. Ce sont des arbitres chevronnés. Mais il faut dire que ça fait longtemps que l'Agakado JK a repris de la main. Or là, les choses ont changé. Et nous avions décidé de repartir sur des bonnes pistes, mais on ne va pas s'aventurer. Il faut reprendre la main, même si on est arbitre,
mais c'est l'exercice. Ce stage permettra aux arbitres gabonais d'avoir un bon niveau et de répondre parfaitement aux règles établies dans ce domaine. Il faut noter que ce stage comité était placé sous la supervision de la Gakado Djike. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les inscriptions à la phase du dialogue citoyen ont démarré, nous l'avons vu, une opération qui trouve l'adhésion de plusieurs ONG et associations. Les détails de ce qu'il en est de cette première phase d'inscription nous ont été donnés par Lardi Nguemamba. La sécurité au Mali reste préoccupante en dépit des moyens déployés et des dernières avancées sur l'accord de paix, selon Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui s'exprimait après un entretien avec Ibrahim Boubacar Keïta à quelques jours de la fin de ses fonctions. Le jardin de l'Angleterre avait pourtant voté pour sortir de l'Union européenne. Les agriculteurs de la région anglaise du Kent sont inquiets. Leurs ouvriers agricoles étrangers, pour la plupart, pourraient être amenés à quitter le pays après le Brexit. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.